Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture sur la chaîne avec toujours et encore mes lectures de février. Il n'y a pas que des lectures jeunesse dans cette update là, un peu comme dans le dernier update lecture d'ailleurs, il y a un des gros livres que j'avais mis dans ma palle de février puisque pour rappel en février j'ai lu donc 28 livres en 28 jours. J'avais mis majoritairement des petits livres jeunesse qui faisaient entre 70 et 150-200 pages. Et après, j'avais mis 4 livres adultes ou young adultes où vraiment c'est pas illustré, ça fait plus de 300 voire plus de 400 pages. Donc j'avais mis ça, malheureusement, je vérifie mais c'est ça, celui qui est dans cette lecture, c'est un échec cuisant et total. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je présente en update tous les livres que je lis, que je les termine ou pas, et que si un livre me tente pas, si au bout de 30 pages ça ne le fait pas, eh bien je ne le lis pas. Voilà, je lis pour le plaisir, je le rappelle une nouvelle fois, mais je lis pour le plaisir, je lis parce que j'en ai envie. Donc si le livre que je lis ne me procure pas de plaisir, ben je le lis pas en fait. Le premier livre pour aujourd'hui, franchement, je l'ai adoré, je me suis éclatée. Je suis pas du tout la tranche d'âge, enfin, j'ai pas du tout l'âge auquel il est destiné, puisque c'est 7 ans et plus. Bon, vous me direz, j'ai plus de 7 ans, mais bref, vous avez compris, mais franchement, j'ai adoré. J'adore ces petites collections chez Gulfstream, franchement, je les trouve trop cool. Donc, c'est le club des nageoires et des carapaces extraordinaires, tome 1, Récif en danger, de Nadine de Bertolis et Céline de Regnaucourt. Franchement, j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé trop cool. Donc en fait, on va suivre les animaux sous-marins. J'ai eu un peu de mal parce que franchement, je suis pas très calée en termes sous-marins et en noms d'animaux sous-marins. Enfin, genre une tortue, un hippocampe, un crabe, ça va, tu vois, mais les différents types de poissons. En fait, quand tu me donnes un nom de poisson, non seulement je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais je n'ai pas de notion de taille, tu vois. Il y a des poissons qui sont très gros, des poissons qui sont très petits, j'ai pas ça. Donc c'est un peu bizarre, mais en gros on va suivre ça. Voilà, c'est illustré, c'est absolument magnifique. Voilà, et donc nous on suit des enfants poissons et des enfants tortues, etc., puisqu'on est en jeunesse, et souvent en jeunesse les personnages principaux ont l'âge qu'ont les gens qui vont lire, vous voyez. J'ai essayé de relire un peu le résumé, mais ça correspond pas à mes souvenirs. Donc je vais faire avec mes souvenirs, même si c'est un peu bizarre à écouter. Bref, en gros, dans le coin de l'océan où ils vivent, il y avait un prédateur qui faisait peur à une certaine espèce de poisson. Et ce prédateur est parti. Et donc, l'espèce de poisson auquel il faisait peur revient dans le coin. Et cette espèce de poisson est un prédateur pour nos animaux sur place. En gros, ils flippent tous parce qu'ils vont revenir et ils ont peur, tu vois. Et donc, ils cherchent à faire à nouveau fuir ce prédateur. Et donc, ils cherchent un nouveau prédateur et prédateur. Tu vois. Et ils partent faire une espèce de quête à travers l'océan pour essayer de trouver une solution à leur problème. C'est un problème de nature fondamentale. Enfin, genre, je veux dire, prédateur, tout ça. Proie prédateur, tout ça, c'est la vie, tu vois. Et on suit ça, et en gros, il y a un conseil qui se réunit, donc c'est les adultes qui se réunissent pour trouver une solution, les enfants proposent leur solution, mais les adultes sont un peu en mode non, mais les enfants restent dans votre camp, vous inquiétez pas, on va gérer. Mais les enfants ne restent pas dans leur coin, n'écoutent pas les adultes. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir en fait, de doser. Mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas parce que t'es enfant que tu dois écouter tout ce que les adultes te disent et faire tout ce que les adultes te demandent de faire. On est à une époque où on apprend ça aussi aux enfants, mais c'est difficile d'apprendre aux enfants de ne pas toujours écouter, mais de quand même la plupart du temps écouter. Tu vois ce que je veux dire. Et donc là, voilà, les enfants n'écoutent pas et se mettent en danger. Et en gros, ça montre à la fois que c'est bien de ne pas toujours écouter les adultes, c'est bien de se faire son propre avis, son propre opinion, son propre plan, etc. Mais que parfois, c'est bien d'écouter les adultes aussi, parce que si tu les écoutes pas, tu te retrouves dans des situations un petit peu difficiles, tu vois. Franchement, j'ai adoré. C'est exactement dans la lignée des autres sagas de Gulfstream comme ça. Il y a un peu moins d'enquête ici, un peu plus d'aventure, je dirais. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop cool et c'est illustré comme je vous l'ai montré.
Le suivant, c'est donc un échec cuisant, et j'ai quand même pas mal avancé, hein, puisque j'ai lu 159 pages. Donc c'est Le Cercle de sang de Michel Gagnon, c'est le tome 1 d'une saga d'enquête policière avec les mêmes enquêtrices, etc. etc. Je vais essayer de vous résumer l'histoire et après on parlera de mon avis. En gros, on va suivre Kelly Jones, qui est un agent du FBI ou d'une autre agence de police américaine comme ça, et elle est envoyée sur place. En gros, c'est une espèce de moyenne ville américaine. Je dis moyenne ville parce qu'il y a une université sur place, donc eux ils appellent ça une petite ville. Moi je peux pas appeler ça une petite ville s'il y a une université, tu vois, enfin c'est... Bref. Donc voilà, on a retrouvé 2 corps de jeunes filles dans les espèces de... C'est pas les catacombes, mais dans les sous-sols, un peu dans les égouts. En gros, près de l'université, il y a des portes qui donnent accès au sous-sol, du coup. Et il y a des salles, genre c'est pas plein d'eau dégueulasse et tout, tu vois, il y a des endroits où les jeunes font un peu la fête et tout. Parfois, il y a même des toilettes qui sont nettoyées régulièrement et mises à disposition. Vous voyez, c'est un espèce d'endroit un peu pour les jeunes, pour qu'ils fassent la fête, tu vois. Et dans ces espèces de souterrains, ils ont retrouvé 2 corps un peu mis en scène, un peu bizarres, tu vois. Et donc, Kelly Jones, c'est ça, est envoyée sur place pour enquêter là-dessus et découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes filles et qui leur a fait ça. On entre un petit peu rapidement dans l'enquête et assez rapidement, c'est évident que c'est un serial killer et c'est évident qu'il en est pas à ses premiers meurtres, tu vois. Donc ça, c'est pour l'enquête et franchement, j'avais envie. Sauf que la manière dont c'est construit, la manière dont c'est raconté ne me plaît pas. Et c'est dans le jus de l'époque où ça a été écrit. Et moi, ça me fait grincer des dents, ça me fait lever les yeux au ciel. Vraiment, il n'y a pas que la condition des femmes qui me dérange là-dedans. Mais en fait, il y a des dialogues, il y a des choses qui sont pas censées être malaisantes dans le contexte de l'histoire, mais qui, moi, en 2026, me mettent mal à l'aise. Je suis mal à l'aise de lire ça, de lire ces échanges-là, ces manières de penser qu'ont les personnages. Je sais pas quand est-ce que ça a été écrit, mais pour moi, c'est dans le jus, c'est dans la droite lignée des années 90, tout début 2000. J'ai vérifié, le livre que j'ai entre les mains en date de 2008, donc c'est ça, et ça peut pas être autrement. Enfin, tu peux pas avoir écrit ça en 2020, c'est pas possible. Donc ça me dérange. Et il y a aussi l'écriture en elle-même, la construction en elle-même. Je l'avais dit en vlog il y a un long moment maintenant. Le prologue, en fait, le prologue, on est avec l'une des victimes. On a la dernière soirée de la victime et on la vit avec elle et avec les gens qui sont avec elle à ce moment-là. J'aime pas ça. Moi, je préfère être du point de vue des gens qui enquêtent. Je préfère découvrir ce souvenir-là, des gens qui ont survécu, si on veut, avec eux. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, on a ce prologue-là où elle est à une soirée avec un jeune homme et puis ils vont dans les souterrains, machin, bédule et tout, et puis après elle est retrouvée morte. Voilà. On a ça. Cette dernière soirée en détail vraiment de ce qu'elle fait, où elle va et tout. Et en fait, on n'est pas censé avoir ça. Parce que les enquêteurs n'ont pas réellement ça de son point de vue à elle. C'est pas possible. Elle est morte quand ils arrivent, les enquêteurs, vous voyez. Et ensuite, plus tard, on a une scène où Kelly Jones interroge le jeune homme qui était avec elle ce soir-là, tu vois. Et du coup, on n'a pas sa version des faits à lui. On n'a pas... En fait, il ne raconte pas la soirée. C'est une espèce d'ellipse, de mini-ellipse dans le passage, puisqu'on l'a déjà eu, nous, lecteurs-lectrices, on l'a lu au début. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aurais préféré la voir là, à ce moment-là, pour être dans la tête de l'enquêtrice quand elle entend ce récit, extérieur à la victime. Enfin, je sais pas, vraiment, et je trouve que ça change tout. Il y a aussi des scènes clés qu'on n'a pas, c'est-à-dire que quand l'enquêtrice arrive, les corps ont déjà été enlevés, et donc elle ne va pas sur la scène de crime avec le corps, les machins écrits sur les murs avec du sang et tout. On n'a pas tout ça, parce que quand elle arrive sur place, c'est déjà passé. Ça me dérange. Et troisième scène clé que j'aime bien avoir, l'autopsie. On n'a pas de scène d'autopsie à proprement parler. C'est une espèce de conversation bâclée au téléphone en mode j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, là il n'y avait rien, allez bim, au revoir. J'aime pas la manière dont c'est construit, dont c'est raconté, mais je suis quand même allée à 159 pages, je le répète, parce que j'avais envie de connaître l'histoire et tout, et je me suis dit,
l'auteur, l'autrice a le droit de construire son roman comme il a envie, même si c'est parce que moi je préfère, tu vois. Ce qui m'a fait lâcher l'affaire, c'est vraiment le personnage principal. La manière dont elle est construite, la manière dont elle est biaisée par l'époque à laquelle ça a été écrit. Franchement, ce livre transpire les années 90, c'est malaisant, je répète, mais vraiment, ça m'a un peu rappelé dans le fond le Woman Murder Club de James Patterson que j'ai arrêté pour les mêmes raisons. Vraiment, les personnages féminins dans ces années-là qui mènent des enquêtes à lire en 2026, c'est trop pour moi. Voilà. J'avais oublié, mais le livre suivant, je l'ai également abandonné. Donc c'est Charlotte et l'esprit du dragon de Dani Jory et Pauline Berdal. Et je peux pas l'expliquer. En fait, j'ai commandé ce livre-là parce qu'il y a marqué dragon dans le titre. Moi j'adore tout ce qui est dragon et tout, vraiment c'est ma créature préférée en fantastique, etc. Qui plus est en jeunesse. Je suis fan, j'ai vu dragon dans le titre, je me suis dit vas-y go. Et quand j'ai reçu le livre, parce que je l'ai commandé sur internet, enfin je l'ai commandé d'occasion, quand je l'ai reçu, je peux pas l'expliquer, mais de l'avoir entre les mains et tout, j'avais un pressentiment qui me disait ça va pas le faire, ça va pas coller, ça va pas aller, je vais pas aimer, ça va pas. Mais bon, il est arrivé chez moi, je l'ai commandé, je l'ai acheté, et je me suis dit je vais quand même le tenter. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la palle de février, pour éviter qu'il traîne trop longtemps dans ma palle. Et puis bon bah je passe au-dessus de tout ça un petit peu, et puis je commence le livre. Première surprise, on n'est pas en fantastique, on est en contemporain. On va y rencontrer Charlotte et 2 de ses amis, il me semble. Avec mes copains Max et Adam, on passe le week-end dans un endroit magique, la Bambouseraie en Cévennes. Donc en gros, on suit dans notre monde à nous, vraiment contemporain, Charlotte et ses deux potes qui montent dans le train et qui vont à cet endroit-là rejoindre une autre de leurs amies. Première galère pour moi, il n'y a rien de fantastique, on parle pas de dragon, il n'y a rien. J'étais un peu bon, dommage. Et puis on avance, et on te donne des éléments d'une autre histoire. Une histoire qui s'est passée avant, une aventure que ces enfants-là, les personnages qu'on est en train de suivre ici, ont vécu. Et cette histoire a été racontée dans un autre livre, par les mêmes auteurs et autrices, mais c'est pas considéré comme une saga. À aucun moment, c'est une saga. Par contre, il est important, en tant que lecteur-lectrice, que tu saches ce qui est arrivé dans la précédente aventure. Et donc, tu as toute une page, si ce n'est 2 pages du livre, où on te donne tous les éléments de l'histoire d'avant. Si tu l'as lu, ça te fait un récap. Si tu l'as pas lu, on te donne les infos parce que tu en as besoin. En fait, pour comprendre la dynamique entre les personnages au début du livre et les réactions que notamment Max, il me semble, va avoir, t'as besoin de savoir ce qui lui est arrivé avant. Sauf qu'à aucun moment c'est marqué que c'est un tome 2 en fait. Ça me fatigue. Je comprends. Je veux bien comprendre que sur un tome 1, ils écrivent pas le 1 et ils disent pas que c'est un tome 1 au cas où la suite ne sort jamais. J'entends. Mais là, c'est un tome 2. Donc tu sors la suite, écris-le, dis-le, indique-le, précise-le, fais quelque chose en fait. Ne laisse pas les gens commencer ce livre alors qu'ils... Ça me fatigue. Non mais vraiment, en fait, choisir de lire un tome 2 sans avoir lu le tome 1, c'est ton truc. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont capables de faire ça et qui font ça, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux lire le tome 2 ou le tome 46 sans avoir lu aucun des tomes d'avant, tu fais ce que tu veux. Mais tu as l'info, tu as conscience de le faire. Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne veux pas lire un tome 2 ou un tome 3 si j'ai pas lu le tome 1. Donc, j'ai besoin que tu me dises que c'est un tome 2 si c'en est un. Je vais pas dire de gros mots, mais je les pense très fort. Vraiment, ça me fatigue. Donc, rendu là, j'étais en mode, bon, c'est dommage, mais maintenant que je suis en plein dedans, allons-y, je vais continuer. Et puis, en fait, l'histoire démarre, se met en place, et je peux pas m'empêcher d'avoir cette sensation d'être de côté. Déjà, j'ai eu la déception, on est en contemporain, pas en fantastique. On va nous amener quelques petits éléments vite fait, mais on va rester globalement en contemporain. J'ai un peu de mal à le digérer, mais soit. L'histoire du dragon, bon j'ai bien compris que ça allait pas être un vrai dragon. Faut que je fasse le deuil de ça. Soit. Tu me dis que c'est un tome 2, mais que j'ai pas lu le tome 1. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, je suis lancée. Allons-y, tu vois. Et en fait, les personnages, eux, savent ce qui s'est passé avant. Mais moi, non, parce que j'ai pas lu le tome 1.
donc je suis forcément à l'écart. Ils me mettent forcément de côté puisque je connais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui leur est arrivé avant. Et c'est comme quand tu arrives dans un groupe et qu'ils ont des rêves qui rigolent entre eux de trucs que tu sais pas parce que t'étais pas là. Bah c'est pareil. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, je pourrais me forcer. Je pourrais continuer à lire le livre, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis vraiment au bout de... Ah, il n'y a pas le nombre de pages parce que c'est illustré. Au bout de 35 pages, voilà. Je rouvre le livre en faisant ça. Donc j'arrête, en fait, ça sert à rien de m'acharner. Vous voyez, c'est pas grave. Et du coup, je vous montre, ça c'est la page à laquelle je me suis arrêtée. On a des illustrations comme ça. Le livre est très joli, hein, je dis pas. C'est Gulfstream aussi, comme le... En fait, c'est comme le club des nageoires là, que je vous ai montré, sauf que le club des nageoires c'est 7 ans et le Charlotte et le truc dragon c'est 8 ans. Vous voyez, mais sinon c'est la même chose. En soi, c'est le même. Sauf que celui-là c'est un tome 2, c'est marqué nulle part, alors que ça, marqué. Vous voyez ? Je sais pas pourquoi là-dessus ils l'ont pas marqué. Vraiment, ça me fatigue. On va finir sur une note plus positive avec un tome 2, mais cette fois-ci je savais que c'était un tome 2 puisque j'ai déjà lu le tome 1, donc Les mystères de Dundoodle, tome 2, Le dentiste des ténèbres de David O'Connell, illustré par Claire Powell. J'avais un peu peur parce que j'ai un problème psychologique avec les grands formats particulièrement hauts, ce qui est le cas ici. Mais on est en jeunesse, je connais la dynamique, je connais les personnages, je sais que le tome 1 c'est quand même lu assez rapidement. Et on a malgré tout quelques illustrations, je vais en prendre une du début pour pas trop que ça spoil. Bah voilà, c'est même la première qu'on a. On a des grandes comme ça et on en a des plus petites comme ça, vous voyez. Et franchement, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup cette saga. Il faut que je trouve le tome 3. Il me semble que j'ai pas encore acheté le tome 3. Vous aurez un book haul dans cette série de vidéos par jour, mais je l'ai pas encore filmé. Parce qu'il arrivera après. Bref. En gros, dans le tome 1, on a rencontré Archie qui a perdu son père il y a quelques temps avant que démarre le tome 1, qui se retrouve donc tout seul avec sa mère. Ils sont un petit peu en galère mais ils se débrouillent très bien. Et puis ils apprennent que Archie est l'héritier donc de la famille de son père, techniquement parlant. Famille qu'ils ne connaissent pas puisque comme son père est décédé, ils n'ont pas de contact avec eux. Mais il est l'héritier de cette famille-là. Et le grand-oncle Archie ou du père d'Archie, je ne sais plus, enfin bon bref, un oncle un peu éloigné mais de la même famille, tenait une chocolaterie et avait le manoir familial juste à côté de cette chocolaterie, et Archie hérite de ça, de ce manoir et de cette chocolaterie. Et donc dans le tome 1, il débarque dans ce manoir avec sa mère, il est question d'avocat, d'héritage, de notaire, tout ça c'est un peu sa mère qui gère, et Archie lui découvre que son arrière-grand-oncle, etc. là, lui a laissé donc la chocolaterie, mais lui a aussi laissé une espèce de lettre avec une énigme, presque une chasse au trésor, ça y est j'ai retrouvé le mot, une chasse au trésor à réaliser avec des indices à suivre et puis qui s'enchaînent jusqu'à trouver ce qu'il doit trouver pour aider la chocolaterie, comme il doit l'aider, bref. Donc voilà, c'est ça qu'on suit, et au cours de cette aventure, Archie rencontre un jeune garçon et une jeune fille qui vivent dans l'espèce de village autour de la chocolaterie, et donc qui vont les aider, etc., etc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et ici, donc Archie est pleinement héritier tout ça de la chocolaterie. Il vit au manoir avec sa mère, tout ça. La chocolaterie, évidemment, il y a un directeur, il y a des gens qui travaillent dedans, c'est pas lui qui gère, hein, parce qu'il a genre 9-10 ans, tu vois, donc c'est pas réellement lui qui gère, mais bon, voilà. Et dans ce tome 2, il y a une fête qui est organisée. C'est assez drôle parce que c'est l'équivalent de la fête de Halloween, mais ça se passe en été, d'après mes souvenirs. Et donc Archie, quand on lui explique cette fête, sa réaction c'est « Ah bah c'est comme Halloween !» Non, ça n'a rien à voir avec Halloween. Ils sont tous en mode « Ça n'a rien à voir avec Halloween », alors que clairement c'est Halloween, mais pas le 31 octobre, vous voyez. Mais il y a un dentiste donc, qui vient d'emménager et qui décide d'annuler cette fête. Le dentiste, lui, il milite pour que les enfants aient les dents propres, aient les dents clean, pas de caries, tout ça. Et donc, pas de sucreries, pas de bonbons. Il est contre la chocolaterie et contre cette fête.
Et il va petit à petit essayer de convaincre les gens du village d'annuler cette fête alors que c'est un événement majeur du village et si le dentiste continue à convaincre tout le monde d'arrêter de manger du chocolat et des sucreries, la chocolaterie va faire faillite, enfin, à un moment donné ça marchera plus, tu vois. Donc Archie rentre un petit peu dans une dynamique d'essayer de comprendre ce qui se passe avec ce dentiste, on a une parole fantastique hein, évidemment, et d'essayer d'enrayer le process qu'il est, oui, d'enrayer ce que le dentiste est en train de faire pour que les gens continuent à faire la fête et à manger des sucreries. En gros, c'est ça qui se passe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et derrière, c'est bel et bien marqué. Alors en fait, c'est pas marqué tome 2, mais c'est marqué que le tome 1, c'est ça, et que le tome 3 est à paraître en 2022. Bon, bah, le tome 3 est pareil. Mais voilà, au moins c'est précisé. Non, mais c'est écrit, c'est important. Bref. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, honnêtement, j'avais eu un peu de mal avec le tome 1, mais celui-là, franchement, j'ai adoré, il faut absolument que je trouve la suite. J'en ai fini avec cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.